Salut, je m'appelle Tommy et bienvenue sur Blogcast, le podcast par le média d'escalade innovant Blogcorp. Dans ce format, nous allons à la rencontre de différents acteurs du monde de la grimpe, ouvreurs, athlètes, photographes ou encore entrepreneurs. Et pour ce 6e épisode, nous retrouvons Fanny Gibert. Originaire de La Réunion, la grimpeuse débute l'escalade à 10 ans dans un club local avec quelques futures machines à l'instar de Manon Willy. Après de très bons résultats chez les jeunes, c'est en 2012, en Junior 2, qu'elle explose en remportant le titre de championne de France junior de bloc et en gagnant 2 étapes de Coupe d'Europe. 2 ans plus tard, elle participe à sa première finale en Coupe du Monde de bloc à Vail et remporte par la même occasion la médaille d'argent. En 2018 et en 2019, elle remporte 2 fois la médaille de bronze au classement général des Coupes du Monde de bloc. Et durant ces dernières années, elle a remporté 6 fois le titre tant convoité de championne de France. Dans cet entretien, on revient sur l'intégralité de sa carrière, depuis ses années jeunes, en passant par sa désillusion lors des qualifications olympiques en 2019, jusqu'à ses prochains objectifs. L'épisode est disponible sur Spotify si vous voulez l'écouter dans les transports. Vous pouvez d'ailleurs noter le Blogcast sur cette plateforme pour nous aider. Et il est aussi disponible sur YouTube avec désormais un format vidéo. Bonne écoute. Et du coup, première question que je pose à tout le monde, c'est comment as-tu découvert l'escalade ? Alors, comment j'ai découvert l'escalade? Quand j'étais petite, je faisais plein de sports différents. Vraiment, j'adorais le sport et j'habitais à l'île de la Réunion, donc c'était hyper facile de faire plein de sports d'extérieur. Je faisais de la natation, du trampoline, de la danse, du cirque. Enfin, j'avais fait un peu de tout et l'escalade, j'en ai fait un petit peu dans mon collège. Et il y avait un prof de PS qui était mais à fond dans l'escalade et qui était le président du club de la ville et qui nous a un peu repérés, qui était ami avec mes parents et on avait des activités communes avec ses filles et du coup on s'est retrouvés à essayer l'escalade et mes parents en faisaient un peu déjà, mais ça faisait longtemps qu'ils en avaient pas fait, en faisaient quand ils étaient jeunes et du coup on s'est tous mis dans le club ensemble, un peu en mode famille. Et il y avait ce petit groupe d'entraînement du coup qui gravitait autour des filles de cet entraîneur là et il y avait une super bonne émulation. Il y avait du coup Manon Illy qui a aussi rejoint le groupe un peu après. Ouais, du coup j'ai commencé comme ça et j'ai suivi les copines et mon frère, mon grand frère qui adore l'escalade et petit à petit j'ai fait des compètes parce qu'on faisait tous des compètes au niveau régional et petit à petit j'ai fait mon chemin quoi. Et du coup, est-ce que tu peux revenir sur tes années jeunes de microbe à cadet avant ton passage chez les juniors ? Alors microbe, il y a jamais eu. Moi j'ai commencé, j'avais 10 ans, donc j'ai fait mes premières compètes en minime ou peut-être benjamine au niveau vraiment régional, des petites compètes. Et voilà, au début j'étais pas la meilleure, mais bon, comme dans tous les sports, je me donnais à fond et j'aimais beaucoup ça. Et j'aimais beaucoup l'ambiance qu'il y avait dans le club où on allait à l'entraînement avec tous les copains et il y avait ce côté défi. Il y avait l'entraîneur qui ouvrait un bloc à la craie là et nous on était tous à essayer d'être le meilleur et ça c'était trop cool. Et du coup, j'ai fait des compètes UNSS. On a gagné les championnats de France UNSS par équipe. C'était un des premiers voyages que je faisais pour l'escalade, je crois. Et après, du coup, j'ai eu des sélections en équipe régionale. Je suis allée faire les championnats de France. J'ai fait podium, podium au championnat de France de bloc en junior 1, je crois. Ou peut-être en cadette 2, j'ai fait 3e, en junior 1, 2e et en junior 2, première. Donc ouais, en catégorie jeune, j'ai fait mes premières compètes et mes premières sélections en équipe de France. Alors par contre, ce qui va sûrement surprendre certains, il n'y avait pas de compète, il n'y avait pas de Coupe d'Europe ou de championnat du monde jeune de bloc, il y avait que de la diff à ce moment-là. Donc moi je faisais les deux, mais voilà, j'étais quand même en train de m'orienter plus sur le bloc et donc j'ai jamais fait le championnat du monde jeune. J'ai fait les championnats du monde en diff
Et voilà, du coup junior, des sélections en équipe de France, quelques coupes d'Europe. Il y avait des coupes d'Europe de bloc, c'était les toutes premières compètes. J'ai fait des podiums en coupe d'Europe jeune. Et ensuite, il y a eu la fin de mon lycée parce que moi j'ai sauté une classe, donc j'ai fini le lycée à 17 ans et j'ai choisi d'aller en métropole dans des études d'ingénieur en mécanique. Et c'était à l'INSA de Lyon, ils avaient un sport-études, mais là encore, ça s'est joué à pas grand-chose parce que ma priorité, c'était quand même l'école, en fait, c'était ça qui assurait mon avenir. En tout cas, moi, je faisais l'escalade comme un loisir et un truc à part, mais la priorité, ça a toujours été l'école et les cours. Du coup, j'avais mis cette école en sport-études, mais mon deuxième choix, c'était une prépa de bio à La Réunion, donc ça aurait été compliqué de continuer les compètes. Et finalement, j'ai été prise à l'INSA, ric-rac, et du coup, je suis partie à Lyon, et là, je me suis beaucoup entraînée, parce que du coup, on avait un emploi du temps vraiment adapté pour s'entraîner, et on était que entre sportifs qui s'entraînaient beaucoup. Donc là, il y a eu un petit gap, et là, je me suis vraiment beaucoup investie, même si je l'étais déjà beaucoup. Enfin, ça a plus cadré ma pratique, on va dire. Et du coup, j'ai fait une toute petite apparition au Pôle France de Voiron en externe, mais ça a pas très bien fonctionné. Du coup, je me suis retournée vers mon entraîneur de la Réunion qui m'a fait des planifs à distance pendant un petit temps et ensuite c'est Nicolas Januel qui a proposé de m'entraîner. Donc pour ma première année senior, je crois, ou en junior 2. Et voilà, du coup, je passais senior avec un titre de championne de France en junior. Et voilà, et la cour des grands, c'était parti et j'étais à fond. Et après, la transition s'est plutôt bien passée, hein. Bon, ça, on va revenir dessus juste après. Du coup, en juin 2011, tu participes à ta première Coupe du Monde de bloc à Barcelone, en compagnie de nombreuses légendes françaises, à l'instar de Mélanie Sandoz, Mélissa Lenevé, ou encore ta future coach Cécilia Vezou. Est-ce que tu as des souvenirs de cette première expérience internationale en bloc chez les seniors, en sachant que tu étais encore en junior? Alors ouais, la Coupe du Monde de Barcelone, je me souviens, à l'époque, en fait, on faisait juste une demande si on pouvait participer à la compète et il y avait souvent de la place en équipe B et voilà, on payait notre transport et on pouvait aller faire la compète. Et là, je crois qu'il y avait une copine de mon club qui faisait aussi la compète, Marine Delpierre. Du coup, j'avais profité du truc et on y était allé, mais là, c'était vraiment du tourisme. Moi, j'étais pas du tout et je me souviens carrément que j'étais dans l'isolement pour l'échauffement et j'avais juste mon t-shirt normal. Et là, il y a une des filles de l'équipe de France que je connaissais pas du tout et qui me faisait trop peur. Il y en a une qui vient me voir et qui me dit mais Fanny t'as pas de t-shirt de l'équipe? J'étais là non, moi je pensais que c'était que les gens hyper forts qui avaient les t-shirts de l'équipe et moi j'allais partir dans la compète sans t-shirt et enfin avec mon t-shirt à moi quoi. Et elle m'a dit ah non mais tu peux te faire disqualifier si t'as pas le t-shirt de l'équipe de France, faut que quelqu'un t'en donne un. Et du coup ouais, le coach de l'époque, je crois que c'était François Petit, il m'avait pas filé de t-shirt. Donc au dernier moment, j'ai trouvé un espèce de polo équipe de France. C'était pas le t-shirt, le débardeur, mais j'avais le polo. Et je me souviens qu'au commentaire, il disait oui, Fanny, elle vient Enfin, on avait l'étiquette français en mode haute couture. Elle grimpe en polo. C'était n'importe quoi. Incroyable. Mais du coup, ouais, d'un point de vue sportif, je me souviens pas trop des blocs et je crois que j'avais fait dans les choux. Enfin, c'était pas du tout. J'étais pas préparée pour cette compète. C'était juste, ouais, aller voir comment ça se passe, quoi. Et du coup, lors de ton passage chez les seniors, tu as décidé de faire du bloc plutôt que de la difficulté. Pourquoi avoir choisi cette discipline? Alors ouais, en junior, enfin jusqu'à junior, nous on a toujours tout fait, et surtout au club à La Réunion, on faisait de l'extérieur, de l'intérieur, du bloc, de la diff, et on faisait tout, quoi. Et c'est les entraîneurs nationaux qui m'ont un peu poussé à choisir, qui m'ont dit non mais si tu veux vraiment prétendre à des résultats dans une discipline, faut que tu choisisses. Donc c'était dur pour moi de choisir parce que j'aimais vraiment bien les deux, mais j'ai choisi le bloc parce que je pense que il y a l'aspect ludique que je préfère sur l'entraînement et ouais, ce côté convivial du bloc, c'est quand même trop bien et c'est un des moteurs pour moi dans l'escalade.
Et après d'aller chercher des gestuels de fou, c'est ça qui a un peu fait que j'ai choisi le bloc, mais après avec le recul, je me dis que bah j'aurais très bien pu choisir la diff et que je pense que le bloc me convient mieux au final, mais ouais, je sais pas, on saura jamais. D'ailleurs, de nos jours, il y a de plus en plus d'athlètes qui sont capables de faire des résultats dans les deux. Chez les Français, on a Sam Avezou, Paul Gemft, Mejdi, et il y en a encore plein international. Est-ce que tu sais, ça vient de quoi ces nouvelles générations qui est capable de faire un peu tout et performer dans toutes les disciplines? Bah je sais pas si ça vient des nouvelles générations ou c'est des profils d'athlètes. Je pense que pour être très fort en bloc, il faut être très polyvalent. Et je dirais que le truc le plus difficile à transférer du bloc à la diff, c'est d'avoir le relâchement et ça, bah, je pense que les meilleurs bloqueurs qui sont vraiment complets, ils l'ont et du coup, ils arrivent à transférer en diff. Du coup, ouais, ça fait que il y a des gens qui arrivent à faire les deux de façon exceptionnelle. Ok. Et du coup, en 2013, tu participes à ta première saison complète de Coupe du Monde chez les seniors. Est-ce que tu peux revenir dessus? Alors là, c'était rien à voir. Pour le coup, j'avais fait des championnats de France et j'avais fait deuxième, je crois, au championnat de France senior. C'était une perf incroyable et j'étais vraiment en forme. Là, j'allais sur les compètes, j'avais des objectifs et mon objectif sur cette saison 2013, c'était de faire une demi-finale. Et j'ai pas réussi et c'était hyper frustrant. Je me souviens vraiment que à chaque étape, j'étais pas loin. Je me disais, waouh, si j'avais été dans l'autre groupe, je pense que les blocs, ça aurait pu le faire. Et je me souviens ouais de cette saison où c'était dur mais j'avais adoré parce que bah c'était le début des compètes. Je découvrais pas tous les autres pays et regarder les finales. Je me souviens tellement de Anna Stor qui gagnait tout. Elle avait gagné, je crois, toutes les étapes, sauf une ou deux où elle avait fait deuxième. Enfin, c'était incroyable. Et voilà, du coup, cette première saison qui avait pas été un franc succès, mais qui était quand même bah, révélatrice de bon espoir pour la suite, quoi. Et du coup, en 2014, tu participes à ta première finale en Coupe du Monde à Vail et tu remportes à la même occasion ta première médaille d'argent derrière la légende Akio Noguchi. Est-ce que tu as des souvenirs de cette compétition? Ouais, bah, déjà la saison 2014, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est là où je gagne les championnats de France pour la première fois. Non, alors du coup j'ai inversé les deux saisons, donc c'est en 2013 j'avais pas du tout fait de podium aux France. Ouais non, j'avais été proche de faire finale aux France, mais j'avais pas fait finale aux France. Et c'est en 2014 que là j'ai fait vice-championne de France et c'est là que j'avais senti que j'avais passé un cap en termes de niveau et que c'était ouais une super bonne surprise ce résultat sur les France et après du coup première Coupe du Monde je pouvais aller en Chine parce que moi jusque-là j'avais fait que des coupes du monde en Europe et du coup la Chine mais ça me paraissait un truc de fou et le voyage enfin ouais, je me rappelle je connaissais bien Anouk Jobert aussi qui était en équipe de vitesse et j'étais trop contente on allait tout en Chine et du coup, première Coupe du Monde en Chine. Et là, je fais septième, je crois, un truc comme ça. Donc trop bien. Et du coup, je me qualifie pour Vail. Là, c'était waouh, je vais aux US, truc de fou. Et après, bah du coup, la compète aux US. Je me souviens d'un bloc de demi où à la fin c'était un espèce de triceps sur une grosse orange là et genre sur physique le truc. Et moi j'avais sorti une méthode à la Fanny, j'avais mis un talon à la main et je m'étais rétablie dessus et j'avais ramené comme ça à bout de bras sur la prise finale. Je pense que c'est ce bloc là qui me met en finale et voilà c'était un truc de fou d'être en finale. Du coup j'étais en finale avec une autre française et toutes les stars quoi. Et après la finale, bah je sais pas, je me souviens pas précisément de ouais, l'état d'esprit ou quoi, mais juste j'avais grimpé, j'avais fait ma compète, il y avait des blocs bah qui m'allaient bien, je pense, et j'avais fait mes runs et à la fin c'est Shona qui m'a dit que j'étais sur le podium et là j'ai dit mais c'est pas possible, enfin j'y croyais pas quoi. Elle avait trop l'habitude, elle connaissait tout. Attends, Shona? Non, peut-être c'était une autre compète. Enfin, en tout cas, à la fin de la compète, je savais pas du tout que j'étais sur le podium et quand ils m'ont dit que j'étais sur le podium, j'étais comme une dingue.
Donc ouais, c'était un peu la folie cette compète. Et du coup, durant cette même année, sur les 9 compétitions internationales que tu as faites, tu participes à 8 demi-finales, dont 2 finales et une médaille. Elle te vient d'où cette régularité sur cette saison, après une saison 2013 où tu disais plutôt complexe? Ouais, ouais, et je pense que après en Coupe du Monde, ça, je dirais que ça a pas trop changé. Je trouve que les qualifs, c'est quand même toujours pas facile, surtout quand t'as pas beaucoup de marge en termes de niveau, mais que après les demi, les cartes sont rebattues un peu, et si t'es fort dans certains styles, t'arrives à sortir ton épingle du jeu. Et moi, le tour de demi, souvent, je m'en sors bien quand même. Et après, bah, les finales, c'est encore une autre manche et c'est encore plus rebattu. Donc ouais, non, une saison 2014 complètement folle après ma saison 2013 surtout, ouais. Et du coup, à cette époque, c'est Nico Genuel qui t'entraîne? Ouais, c'est ça. C'était Nico et du coup il venait sur les compètes. Enfin, c'était Nico et Rémi et donc on était enfin moi j'étais en externe au pôle de Fontainebleau. Donc je faisais mes études à Lyon, mais ils avaient un peu repris en main l'équipe de France et ils proposaient des stages une fois par mois. On se retrouvait à Fontainebleau. La Fédé, ils avaient loué un appart et du coup on faisait ouais une fois par mois des stages donc c'était vraiment cool et avec un petit groupe donc chacun était entraîné soit par Nico soit par Rémi et voilà et ça marchait bien, c'était cool. Du coup, en 2015, tu remportes ton premier titre de championne de France, l'objectif de toutes les athlètes françaises avant la saison internationale. Est-ce que tu peux revenir sur ce premier titre national? Les championnats de France à la Baconnière, je me souviens d'un bloc de finale. Je crois que les finales étaient super dures et que ouais il y avait vraiment très très peu de top. Et en fait, je sors un bloc, un jeté un peu sur le côté où t'allais jeter derrière un angle. Et ouais, je pense que pareil, c'était la belle époque où j'avais pas de pression, je me posais pas de questions, j'allais devant le bloc et bah, j'essayais de le faire et c'est tout quoi. Et je me souviens de ce move d'avoir vraiment les mains qui se mettent pile sur l'appréhension de tenir le ballon et de faire le bloc. Et pareil, je pense que à ce moment-là, je me rendais pas trop compte et là, premier titre, c'était ouais, c'était dingue. Du coup, en 2016 et 2017, tu continues de progresser sur la scène internationale avec de plus en plus de finales. Ça se passe comment cette période où tu fais pas de podium international, mais tu deviens de plus en plus régulière en demi-finale? Euh, alors, je pense que ouais, après là, il y a eu une période où j'ai eu moins de résultats, mais à la fois, je pense que je progressais et juste bah ouais, il devait manquer un petit quelque chose. Et je sais que ouais, il y a eu des moments un peu de doute. Je sais pas si c'est à ce moment-là. Ouais, si ça doit être ça. Où il y a des entraîneurs qui ont commencé à me parler de pas de fin de carrière, mais de ouais, qu'est-ce que j'en pensais, où j'en étais, et ça m'avait hyper surprise. Donc moi dans ma tête c'était pas du tout le projet et je me dis que j'avais bien raison. Mais ouais, il y a eu un petit palier où je faisais des demi, mais j'arrivais plus trop à rentrer en finale. Et là, ouais, mentalement c'était pas forcément facile. Du coup, en 2018, après 7 ans sur le circuit international, tu remportes ta première médaille au classement général des Coupes du Monde en t'offrant le bronze. Ça représente quoi pour toi cette médaille qui démontre ta régularité sur toute la saison? Bah, en fait, je pense que moi, je pense que j'ai un peu un profil à toujours remettre en question ce que je fais et me dire, ouais, bah peut-être que j'ai eu de la chance, peut-être que est-ce que je le mérite vraiment et un peu jusque-là, les podiums que j'avais fait, je me disais bon, peut-être que j'ai eu vraiment méga de la chance et que j'arrivais pas à me dire que j'avais le niveau de d'être sur un podium de Coupe du Monde. Et par contre, mon but ultime, c'était ça, c'était d'être dans les meilleures mondiales et d'être régulière et de me dire, ouais, je suis là, j'ai ma place et je suis sur un podium de Coupe du Monde, c'est comme ça, quoi. Et là, ce podium au général, pour moi, il voulait tout dire. Et c'était exactement ça, c'était mon objectif, c'était d'être régulière et d'être dans le game, de jouer la finale et le podium sur chaque étape. C'était tout ce dont je rêvais. Et un peu à l'image de Anna Hector quand j'avais fait ma première saison en 2013 où elle gagnait tout. Et je me dis, waouh, mais ça, c'est ça que je veux. Et du coup, bah, il y avait du boulot, mais là, ça commençait sérieusement à se rapprocher de ce que je voulais, quoi.
Du coup, j'avais une question que je voulais te poser après, mais là, on peut rentrer directement dedans. C'est, tu te considères comme perfectionniste? C'est un peu ce que tu disais avant. En quoi ça peut être un avantage et un inconvénient en tant que grimpeuse? Ouais, je me considère vraiment comme perfectionniste et c'est un avantage, mais des fois c'est pas, c'est pas non plus hyper bien. Bah, à la fois perfectionniste parce que, dans le sport de haut niveau, il y a rien qui est acquis et du coup, il faut toujours être prêt à se remettre en question et à aller chercher plus loin. Et si on se repose un peu sur ses lauriers, bah, en fait, les autres ils avancent et il faut et ouais, on peut décrocher. Mais à la fois, j'ai aussi vu ce côté perfectionniste où il y a toujours bah, une petite part d'insatisfaction et de se dire ah j'aurais pu faire un peu mieux et c'était aussi hyper malsain parce qu'il y a des moments où putain bah t'es sur un podium de Coupe du Monde juste il faut kiffer quoi, faut pas se dire ah mais là la zone j'aurais pu faire un run de moins machin. Et du coup ouais c'est un peu à double tranchant donc j'ai aussi appris à un peu bah, me rendre compte de ce que j'ai fait et d'être fière de ce que j'ai fait, et même si c'est pas parfait, parce que la perfection, ça existe pas, en fait. Donc c'est très bien d'avoir cette attitude et d'aller chercher plus loin, mais il faut réussir à être, à savourer chaque moment d'un parcours de carrière, et c'est peut-être ça qui est trop cool avec le recul, c'est de se dire, mais maintenant je valorise tellement, tout ce que j'ai fait avant et que, ouais, des fois j'ai des regrets de me dire j'ai pas assez, profiter de l'instant présent parce que je me rendais pas compte de ce que ça représentait. Et du coup, ouais, maintenant j'ai trop recul et j'essaye de vraiment profiter de chaque étape et maintenant refaire une finale, mais je trouve ça incroyable alors que bah il y a des moments où j'étais tellement dans l'obsession de faire un truc parfait que c'était jamais suffisant. Et ça c'est quelque chose qui peut aussi détruire une carrière de toujours être dans l'insatisfaction. Et du coup, durant cette même année, tu changes d'entraîneuse et tu commences à travailler avec Cécile Avezou, qui est la coach actuelle de l'équipe de France de DIF. Qu'est-ce que ce Ouais. changement a apporté à ta routine d'entraînement, de nouveau ou de différent? Bah du coup, ouais, j'avais fait 5 ou 6 ans avec Nico. Et sur la fin, bah, ça commençait un peu à s'essouffler. On a vraiment bah, bossé comme des oufs ensemble et il m'a apporté énormément. Mais c'est vrai que sur la fin, c'était plus très fonctionnel, malheureusement. Et ça a été dur pour moi ouais, que il arrête et j'étais un peu perdue quand il a arrêté de m'entraîner et finalement bah, je pense que c'était une chose bah, qui était vraiment nécessaire pour ma carrière de changer d'entraîneur. Ça a été un vrai boost et du coup avec Cécile l'approche était vraiment différente, donc ça fait toujours peur de passer enfin de changer, mais là ça a été hyper bénéfique. Et surtout, ben, dans l'escalade, il n'y a pas 1 000 entraîneurs non plus. Donc, quand j'ai demandé à Cécile, elle m'avait dit bah, qu'elle pouvait pas, qu'elle avait trop de missions déjà. Et finalement, elle a pu trouver du temps. Et c'était génial. Enfin, je pense que on a vraiment trouvé un bon équilibre. Ouais, je sais pas comment décrire la façon de coacher, mais c'était très précis sur certains aspects où bah du coup on faisait des fois des bilans et on regardait bon bah qu'est-ce qui va pas, sur quoi est-ce qu'on va progresser, et hop on trouvait l'exercice qu'on voulait faire et on le mettait en place direct, et vraiment plein d'exercices assez ludiques et assez étranges, mais ouais qui fonctionnent super bien. Puis après ouais, Cécile elle est très axée sur bah le positif et je sais pas comment dire, mais ouais, dans une démarche de valoriser le positif, et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là d'entraînement. Enfin, j'apprécie toujours cet aspect-là de l'entraînement et je trouve que bah, il est porteur, même si des fois la frustration ça peut être porteur et ça peut challenger, mais ouais, s'ancrer sur des bases de choses positives, c'est quand même important pour moi. Et du coup, elle t'a aussi appris à moins t'entraîner, mais de manière plus qualitative, en donnant à 100% sur chaque essai. Est-ce que tu peux revenir sur ça? Ouais, c'est vrai que bah moi j'ai un peu ce côté, j'ai toujours envie d'en faire plus et de m'entraîner beaucoup. Et Cécile, elle avait plus cet aspect qualitatif et elle valorisait vraiment de bah, d'en faire moins mais de le faire à fond, et pareil de se reposer plus.
Et j'avais un peu du mal, et c'est toujours le cas, je progresse, mais prendre 2 jours de repos d'affilée, ça me paraissait insurmontable. Et je me disais non, mais je vais me ramollir, je vais perdre du temps et je vais pas m'entraîner assez. Du coup, ouais, c'était cool de voir une façon différente de s'entraîner. Et puis elle a réussi à me faire adhérer à sa façon de fonctionner en me laissant le choix toujours et en m'accompagnant, en me donnant des conseils. Mais c'est toujours moi le moteur de ce que je veux faire et il y a pas de il y a rien qui est imposé en fait. C'est un échange et elle essaye de m'apporter ce qu'elle peut. Donc c'est ouais une façon de faire qui était super. Et pareil, oui, d'avoir un autre point de vue et des retours sur ma grimpe directement et des exercices que j'avais jamais fait. De voir des petits points d'amélioration qui étaient hyper importants à changer et qui ont fait que ça progressait beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, durant cette même année, tu t'es installé à Paris, ce qui t'a permis de faire plus uniquement des séances à distance avec ton coach, mais des distances en présentiel. Qu'est-ce que ça a changé? Ouais, c'est vrai que en fait, Nico et Rémi, ils s'étaient assez battus pour qu'on vienne tous à Fontainebleau et qu'on s'installe à Paris. Et moi, j'avais mes études à Lyon, donc je pouvais pas clairement. Enfin, et pour moi, les études, ça a toujours été une priorité. Donc, je suis restée à Lyon et je faisais tout à distance. Et je pense que ça m'a forgé. Et c'était pas facile, mais que du coup, je suis allée chercher par moi-même la motivation et ça a été formateur pour la suite. Mais en venant à Paris, j'avais l'intention de faire plus d'entraînement avec un coach qui était là pour me faire des retours sur ma grimpe et plus plus quotidiennement. Donc ça c'était super et notamment sur les séances de prépa physique, on faisait beaucoup la prépa physique ensemble avec Cécile et du coup j'avais des retours en direct sur mes placements et ça c'était top. Puis aussi en fait ça s'est combiné avec les JO de 2020 où il a fallu faire de la vitesse. Et là, du coup, tous les entraînements de vitesse, elle était là quasiment. Et ça, c'était un vrai plus parce que s'entraîner en vitesse tout seul, je sais pas comment j'aurais fait. Et du coup, tu as décidé de faire les longues études, comme tu le disais, tu es désormais un diplôme d'ingénieur délivré par l'INSA de Lyon, et tu travailles maintenant à la RATP où tu es chargé d'études mécaniques. Pourquoi avoir choisi de poursuivre tes études à fond plutôt que de te lancer à 100% dans la grimpe? Alors pour moi, ça n'a jamais été une option de faire que de la grimpe parce que je me disais que j'en vivrais pas et que ou en tout cas, je me suis dit que je voulais avoir le choix en fait et que j'aimais bien avoir cet équilibre de faire quelque chose de totalement différent à côté et qui me fasse prendre du recul sur ce que c'était l'escalade finalement parce que il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont complètement investis dans l'escalade et je sais pas, je pense que je me rendais compte que c'était peut-être pas la bonne façon pour moi parce que c'est une façon de se mettre encore plus de pression. Déjà que c'est compliqué de se sélectionner en équipe de France, c'est compliqué de rester au niveau et si en plus tout dépend dans ta vie de ça et de tes performances en escalade, c'est encore plus dur. Et je pense que c'était le bon choix. Mais c'est vrai que je me rends compte maintenant que c'était pas si évident que ça et je suis contente d'être restée dans ma position de vouloir maintenir ces études à côté. Et après je pense que mes parents aussi me soutenaient dans cette démarche-là et puis je pense que c'est pas comme maintenant où peut-être il y a plus de gens et plus de sponsors, plus d'athlètes qui font que de l'escalade. Moi vraiment j'avais pas l'impression que je pouvais vivre que de l'escalade et d'ailleurs je pouvais pas parce que mes contrats de sponsor ils étaient pas pas top du tout. Et tant mieux parce que maintenant du coup j'ai ce diplôme d'ingénieur et j'ai ce bagage même si ça a été difficile de mener les deux de front, je pense que ça m'a énormément appris dans l'un comme dans l'autre et maintenant j'aurai le choix quand je veux arrêter ma carrière. Et du coup, revenons sur l'un de tes meilleurs moments en compétition. En 2018, lors de la finale de la Coupe du Monde de Vail, tu enchaînes le bloc 2 lors des dernières secondes en plaçant le talon tout en souplesse, comme tu sais si bien faire, alors que le dernier move il te paraissait impossible. Est-ce que tu peux revenir sur ce top? Cette finale à Vail, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un bon feeling sur les compètes à Vail et je, je sais pas, j'appréciais particulièrement cet endroit et les US, même si c'est un peu fake, la positive attitude là-bas, c'est tellement agréable et
En tout cas, quand t'es un touriste, j'aimais beaucoup ça. Et ce final, je me souviens que ce bloc, je me disais, ouais, mais c'est sur physique. Et puis j'ai quand même toujours eu cette tendance à me dire, non mais les blocs physiques, enfin, je suis pas assez forte physiquement pour les faire. Et celui-là, bah, du coup, il y avait un jeté au début qui était pas facile. Et là-haut, des trucs sur physique. Et je savais que Akio l'avait pas fait. Donc je grimpe, je réussis à faire le jeté, donc là trop bien. Et la suite, je monte là-haut et c'était mais extrême. La prise elle tenait pas et la suivante elle était 1,50 m à gauche. J'étais là mais comment je vais faire? C'est impossible. Et à la dernière seconde, enfin je pars pour mettre mon dernier essai et là je rate le jeté. Donc là je me dis pouah, c'est l'enfer. Je retourne vraiment in extremis, je remonte sur le mur et là je fais le jeté et je monte, je prends les prises l'une après l'autre. Et là, d'un seul coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu l'idée de monter mon talon dans la main. Et je ferme le bras, et là, j'arrive à attraper la prise. Je ramène, et là, j'étais en haut du bloc. Je comprenais pas comment j'avais fait. C'était juste un truc de malade. Avec le public derrière, mais ils étaient comme des dingues. C'était fou. Ce moment où, ouais, je me suis dit, c'était impossible. Et en fait, j'étais en haut du bloc. C'était fou. D'ailleurs, à tes yeux, c'est plus important de réussir un bloc que tu pensais très dur, voire impossible, plutôt que de gagner une compétition. Pourquoi? Bah, je sais pas si c'est plus important, mais moi, enfin, quand on me demande quel est le moment que je préfère dans la compète, c'est pas monter sur le podium. Enfin, tu vois, c'est cool de se rendre compte de tout le chemin qu'on a accompli et de partager ça avec tous les gens qui se sont investis. Mais le moment que je retiens, c'est les moves que j'ai fait et que j'ai réussi à aller chercher. Et la compète, c'est ça qui est dingue, c'est que moi, j'arrive à me transcender et à faire des mouvements que je pense pas pouvoir faire à un autre moment que le jour de la compète. Donc c'est cette énergie qui est incroyable et qui est si courte et si éphémère et qu'il faut savoir saisir. C'est ça qui me fait vibrer plus que les médailles. Du coup, en 2019, j'arrive pas à savoir si c'est la meilleure saison que tu jamais fait ou pas, puisque tu remportes une nouvelle fois le bronze au classement général des Coupes du Monde avec 3 médailles sur les étapes. Mais tu parviens pas à réaliser ton gros objectif depuis quelques années qui est de te qualifier aux Jeux de Tokyo lors des Championnats du Monde, puis lors du TQO. Est-ce que tu peux revenir sur cette saison et ce qu'elle représente pour toi? La saison de 2019, du coup, c'était vraiment intense parce qu'on faisait toutes les compètes, bloc, diff et vitesse. Et je sais plus combien de compétitions, de Coupe du Monde j'ai fait cette saison-là, mais c'est juste un truc de dingue. Et bah, je me souviens qu'il y avait la qualif pour les Jeux. Et bah, c'est sûr que je faisais partie des meilleures françaises, mais voilà, un podium en Coupe du Monde, il y a des saisons ça marche et des saisons ça marche pas. Et là, il fallait que ça marche cette saison-là. Et ça a marché. Et c'est, je pense, ouais, c'est vraiment la saison, ma meilleure saison où j'ai été le plus régulière en finale. Et c'était, non, c'était vraiment top. J'allais à chaque compète pour aller en finale, pour jouer le podium et même pour jouer la gagne parce que c'est mon objectif. C'était de gagner une Coupe du Monde et j'ai pas encore réussi et je pense que cette année-là, j'en étais pas loin. Du coup, c'est des super bons moments et il y avait ouais, vraiment cette gestion de la saison en entier où bah, j'allais sur toutes les étapes et je faisais mon truc quoi. Je jouais à fond et c'était dément. Après, bah, du coup, il y a eu le championnat du monde où ça s'est mal passé et ouais, c'était terrible parce que je pense que tous les championnats du monde, c'est un peu comme ça. C'est la compète où j'arrive à arriver surpréparée et vraiment en canne la meilleure forme de la saison. Et c'est souvent bah, la paire qui est la moins bonne de ma saison. Et là, encore une fois, ça a pas raté. Et, et c'était dur parce que ouais, c'était un investissement de dingue et on sentait déjà un an avant la pression des JO et que ça avait pris une autre dimension, la pression qu'on avait sur les compétitions. Donc ouais, ça c'était dur. Et après c'est la fin du process de sélection au JO. Ben ouais, c'était assez malsain parce qu'on était tous en compétition en étant spécialistes de disciplines différentes.
et il y avait tellement peu de place et du coup ouais le TQO ça a remis une couche sur la grosse déception que j'ai pu avoir et ouais à chaque fois ça se jouait à rien quoi, la chinoise qui était devant moi elle se qualifie et moi non et c'était dur. Et c'était dur et après ben le confinement et j'avais rien lâché parce que je savais qu'il y avait encore une chance de se qualifier sur le championnat d'Europe. Donc j'étais à fond là-dedans et j'y croyais et au dernier moment ils ont pris la décision bah, pendant le confinement de d'attribuer un quota qui devait être je crois pour un pays émergent ou un truc comme ça et de pas la donner à un pays émergent et du coup de la redistribuer sur les championnats du monde qui avaient eu lieu 6 mois avant. Et du coup, ça faisait qu'ils qualifiaient Anouk et que du coup, il y avait plus de place pour une Européenne, enfin pour une Française pour se qualifier. Donc, ça servait à rien que j'aille au championnat d'Europe. Et là, bah là, c'était vraiment le moment le plus dur de ma carrière, je pense, parce que c'était même pas sportif en fait. C'était juste des décisions, des commissions et c'est le pire pour moi parce que bah il y a ce sentiment de d'impuissance et d'injustice qui est hyper fort et on peut rien faire et on est loin de tout le monde confiné chez soi donc et là c'était pas rigolo. Mais bon, après j'ai réussi à faire ce qu'il faut pour me poser les bonnes questions et me demander ben, au final qu'est-ce que j'avais envie de faire. C'était aussi ça, c'était le côté positif, on va dire, de la façon dont ça s'est passé, c'est que derrière j'avais du temps pour réfléchir et me recentrer sur moi et me dire bah ok, ben, t'es pas qualifié, t'es dégoûté, t'en as marre, t'as envie de tout lâcher, et l'escalade ça te casse les couilles et c'est tellement injuste. Et en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ben, j'ai envie de grimper. Et du coup, ben, je vais grimper. Et voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? Et j'aime ça, j'aime l'escalade, j'aime la compète. Donc, euh, donc je suis repartie et je me suis dit, mais si ça t'a pas détruit, mais t'es indestructible, c'est génial. Et je me suis dit, sincèrement, je pourrais refaire une sélection comme ça et re-échouer et c'est pas grave, c'est comme ça. Et faut accepter et avancer et prendre ce qu'il y a à apprendre. Du coup, ça a été plutôt une bonne leçon, même si c'est sûr que ça laisse des marques et j'en parle ben, avec encore de l'émotion alors que c'était il y a longtemps et qu'il s'est passé plein de choses entre temps. Mais c'est ouais, c'est la compète et un peu d'escalade qui apprend la vie quoi. Du coup, en 2020, tu remportes lors de ta seule compétition internationale de l'année le bronze lors de la Coupe du Monde de Diff à Briançon. Elle représente quoi pour toi cette médaille après tout ce que tu as traversé avec la qualification aux Jeux Olympiques, etc. Ouais, là c'était un peu une compète hors du temps parce que bah, il y avait eu ce confinement et juste on était tellement trop contents de regrimper et de refaire une compète et ouais, c'était trop bien. Puis je m'étais beaucoup entraînée en diff et j'avais ouais, je pense que je me rendais pas compte mais j'avais quand même chopé un bon niveau en diff et cette compète ouais, elle a été incroyable et surtout il y avait eu l'accident de Luce peu de temps avant qui nous avait quand même bien secoué et là on se retrouvait en équipe de France du coup sans elle et c'était ouais, c'était un moment un peu spécial. Donc ouais, je garde des tellement bons souvenirs de ce moment de compète et je pense que ce run en finale, ouais, il fait partie des plus beaux moments de ma carrière où j'ai l'impression ouais, que j'ai jamais aussi bien grimpé que dans cette voie quoi. C'était ouais, c'était dingue. En 2022, tu remportes du coup ton sixième titre de championne de France en étant la seule à enchaîner le dernier bloc à la dernière seconde alors que tu étais loin d'être en tête sur le début de la compétition. Comment est-ce que tu arrives à avoir un peu ce mindset de devoir te battre jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier mouvement? Euh, je sais pas, sincèrement, je sais pas. C'est un truc, j'ai l'impression que c'est ancré. Je je vais jamais lâcher, jamais. Et quoi qu'il arrive, bah, que ce soit la première ou la dernière seconde, je vais aller au bout, quoi. Et et là, bah, ça a marché. C'était fou parce que ouais, pour le coup là, j'étais pas favorite, mais pourtant je me rendais vraiment compte de ce que c'était de gagner un championnat de France. Et et c'était dingue de ouais de passer par
cet état de je peux y arriver à ouah, je suis dans la merde et ça va être compliqué et de rester dedans et de se battre et de se battre tellement fort et que ça paye, c'est tellement cool. Et de faire la différence sur des blocs physiques, c'était aussi quelque chose qui me tient à cœur. Ou pareil, il y a un peu le résultat et ce que tu as réussi à faire, mais aussi pour moi, il y a un peu la victoire personnelle et ce que tu as réussi à mettre en place sur ta compète. Et là, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. Pour continuer ce championnat de France début 2023, tu participes pas à cette nouvelle édition, alors que c'est ta compétition préférée, que tu as remporté les 5 dernières éditions, que tu as au total 6 titres. Comment tu gères un peu les sacrifices à faire dans une carrière de grimpeuse de haut niveau pour atteindre tes objectifs? Ouais, c'est difficile et c'est le combiné qui force un peu ça où bah il y a mes objectifs en bloc qui me tiennent vraiment à cœur et des objectifs en combiné et la plupart du temps ça arrive à un peu s'équilibrer et du coup j'arrive à faire les deux et des fois bah je suis obligée de faire des choix et c'est pas facile et je pense que c'est bien d'être bien entouré pour que bah les gens te posent les bonnes questions et savoir bah si c'est vraiment ce que tu veux mais ouais pour moi c'est toujours hyper dur de faire des choix quoi qu'il arrive que ce soit choisir qu'est-ce que je vais manger ou enfin c'est tout le temps tout choix et deuil c'est exactement ça qui est compliqué pour moi et pas faire une compétition c'est hyper dur mais là pour le coup je sais maintenant enfin je commence à vraiment me connaître et je sais très bien que faire toutes les compétitions c'est contre-productif et aller sur une compète sans être prêt ou y aller juste pour y aller ça sert à rien et ça c'est juste le recul de d'avoir fait bah, beaucoup de compètes qui me permet de m'en rendre compte sincèrement parce que quand quelqu'un te le dit c'est totalement différent de quand tu l'as vécu et que tu sais exactement ce que c'est donc voilà c'était pas facile de choisir et c'est toujours enfin c'est jamais facile mais c'est ça fait partie du jeu quoi c'est le sport de haut niveau et l'escalade maintenant il y a trop de compètes donc il faut choisir et on peut pas tout faire et donc il faut ouais, définir qu'est-ce que c'est qui est le plus important et faire tout pour que ça marche mais ouais c'est pas facile et c'est pas facile aussi après de pas avoir de regrets parce qu'on se dit bah finalement je me suis préparée comme une ouf pour cette compète et j'ai renoncé à tellement de trucs pour cette compète et au final j'ai fait de la merde et j'ai pas passé les qualifs et ça c'est dur quoi c'est vraiment dur mais il y a que comme ça que ça peut marcher et du coup faut savoir aussi à des moments bah choisir de faire ce qui te fait plaisir et aller faire des compètes qui vont juste être là pour te faire plaisir et te faire kiffer et c'est ce que j'avais fait l'été d'avant où j'avais bah du coup je m'étais investie à fond pour les coupes du monde et j'avais rien fait comme compète en dehors des coupes du monde du coup c'était un peu dur des fois de faire juste bah des demi ou des qualifs et de jamais jouer en finale jamais jouer la gagne donc je m'étais dit bon bah là j'ai besoin de refaire des compètes, du coup aller sur des masters et jouer des podiums et faire des compètes où je kiffe. Donc ouais, faut se connaître et savoir bah, qu'est-ce qui va nous porter le plus. Savoir si la fatigue c'est ça qu'il faut gérer ou s'il faut gérer l'envie, la motivation. Et du coup, en mai 2023, tu participes à ta première finale en Coupe du Monde de bloc depuis 2019. Ça t'a fait quoi de sentir que tu pouvais de nouveau rivaliser avec les meilleures grimpeuses du monde en finale? Ouais, celle-là, j'avoue que elle voulait dire beaucoup pour moi parce que bah pareil, c'est pas parce que j'ai fait des compètes à un moment que je considère que j'ai ce niveau et oui, certes, j'ai gagné plein de compètes et j'ai fait plein de podiums, mais j'ai l'impression que chaque année le niveau il est rebattu et qu'il faut refaire ses preuves et du coup, ouais, me prouver à moi-même que j'étais capable de re-rentrer dans une finale de Coupe du Monde, c'était dément parce que le niveau il augmente chaque année et que c'est de plus en plus dur. Parce que ouais, le niveau il est incroyable. Franchement, cette saison, la première Coupe du Monde, on s'est tous dit mais what the fuck, c'est quoi ce niveau de ouf? Enfin, je veux dire, t'as un très bon niveau, tu peux faire 60e à une Coupe du Monde. Il y a aucun souci, c'est possible. Et là, du coup, bah se dire bah, sur cette saison, je suis rentrée en finale. Et surtout, j'ai fait des runs de ouf dans mes qualifications, dans mes demi, et ça, bah, aller chercher des runs
Pareil, tu crois que tu vas pas tenir et t'es sur le tapis. En fait, non, t'es encore sur les prises et tu tapes le bloc. C'est des sensations que j'adore et qui font trop plaisir à revivre. Donc, ouais, encore une fois, j'ai fait des folies aux US. Bon, après la finale, ça s'est pas très bien passé, mais y être et tout le processus de demi et de qualif avant, c'était trop bien. Là, il y a quelques semaines, t'as pas été sélectionné au championnat du monde à Berne. Est-ce que du coup, les JO de Paris 2024, ça reste un objectif pour toi? Ouais, alors c'est compliqué les sélections pour Paris et du coup ouais c'était une grosse déception pour moi de pas être sélectionnée à Berne et surtout bah ce qui est embêtant c'est que les championnats du monde ils comptent double et là la saison 2023 c'est la course au point pour rentrer dans le top 48 mondial et le top 4 français pour pouvoir participer aux séries. C'est là où il y aura le plus de place à prendre, donc au printemps 2024. Et du coup, pour être dans le top mondial, il faut marquer des points et le championnat du monde qui comptait double, ça fait que ça me met vraiment pas dans une bonne posture pour rentrer dans la sélection française, mais c'est encore possible. Donc je vais y aller à fond et maintenant mon objectif c'est de marquer des points sur les dernières coupes du monde de diff. Pour le moment, je suis toujours dans le top 4 français et le top 48 mondial, ça sera pas un problème. Mais voilà, il faut que je reste dans le top 4 français, donc il faut que je marque des points sur la diff. Et du coup, bah j'ai profité de cette pause de compète sans championnat du monde cet été pour m'entraîner en diff. Et je sens que bah ça va bien et c'est hyper agréable de sentir que la rési ça vient et d'arriver en haut des voies et d'avoir encore de la ressource, c'est trop bien. Enfin, voilà. Dernièrement, l'entraînement c'est cool. J'ai plus de bobo parce que je me suis fait une poulie partielle sur la première étape de bloc, donc ça a compliqué pas mal ma saison de bloc. J'ai réussi à la faire quand même et à faire des résultats de fou, donc ouais, c'est pour ça que là la finale à Salt Lake ça voulait dire beaucoup, même si ça s'est pas hyper bien passé en finale. C'était énorme de réussir à la faire. Donc là, plus de bobo, tout va bien. Je m'entraîne comme une ouf et j'ai hâte de faire de la diff et de tenter ma chance. Et non, c'est pas mort, donc je vais faire ce qu'il faut pour que ça marche. Autre sujet, du coup, tu es une des athlètes françaises qui se concentre le plus sur son image sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où tu comptabilises à ce jour plus de 140 000 abonnés. Pourquoi tu as décidé de te lancer à fond comme ça sur la gestion de ton image? Bah au début en fait c'était juste j'avais pas de sponsor en fait où j'avais des contrats vraiment pas ouf et moi j'ai pas de famille qui fait de l'escalade ou de contact particulier donc vraiment au début j'ai galéré et du coup je me suis dit que bah c'était important de faire de la com et de jouer le jeu à fond sur les réseaux sociaux et un peu comme tout ce que je fais je le fais à fond et du coup bah je me suis appliquée à faire ça bien, à me mettre à la place des gens et me demander qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, qu'est-ce qui pourrait les intéresser sur bah, ce que je vis en tant qu'athlète et du coup d'essayer de partager ça et de faire un truc qui soit vraiment bah, qui colle à mes valeurs et à ce que je pense et du coup voilà j'ai fait ça comme ça un peu en autodidacte et ça a bien marché. Du coup, euh, du coup, c'est assez cool. J'aime bien monter des vidéos. Bon, des fois, ça me saoule et j'en ai marre, mais maintenant, du coup, ça a beaucoup évolué et maintenant, j'ai des contrats qui sont bien et qui m'imposent aussi, du coup, de continuer dans cette démarche de communiquer et de faire, ouais, de faire de la bonne com. Donc, c'est du taf et il y a des jours où j'ai pas envie, mais quand on voit que ça marche et quand on voit la communauté que j'ai réussi à regrouper, ouais, il y a des moments, c'est quand même hyper cool de se rendre compte de tous ces gens qui sont à fond et des fois, je suis tellement surprise de toute la bienveillance qu'il peut y avoir dans, dans cette communauté. Donc, c'est chouette. Et du coup, est-ce que tu trouves qu'il y a un soutien un peu moral grâce à cette grosse communauté quand tu as des moments de moins bien? Bah, c'est sûr que ça aide et il y a des moments où on a un peu des doutes et que la confiance en soi, même si on a gagné beaucoup
Oh punaise. C'est un signe. Je viens d'avoir un réel qui a fait 400K. Je sais pas ce que c'est, mais bon. J'ai eu la notification là sous les yeux, c'est n'importe quoi. Mon téléphone m'écoute. Du coup, je sais plus ce que je disais. Mais oui, c'est sûr, ouais, quand il y a des moments de moins bien et des moments de doute et de se rendre compte que les gens, ça leur apporte ce que tu fais et qu'ils sont autant enthousiastes derrière toi, bah ouais, ça te donne envie de continuer et tu te dis ok, c'est ça a du sens. En tout cas, ça a du sens pour eux, donc rien que ça, c'est génial et ouais, c'est un plus, c'est un petit boost en plus. Est-ce que du coup, malgré toutes ces compétitions à l'entraînement, tu parviens toujours à faire un peu l'extérieur? Alors, du coup, je me suis quand même blessée au doigt pas mal dernièrement, donc ça a bien freiné mes sessions d'extérieur à Blo. Mais ouais, j'ai toujours des projets et il faut que je retourne dedans parce que là, ça fait trop longtemps que je suis pas allée dans mes projets Blozar et j'ai hâte parce que là, ça va bien, donc ça pourrait être un automne-hiver très très cool. Et j'ai fait bah, un peu de falaise vers Briançon quand je me suis entraînée là pour la diff et c'était cool aussi. Enfin ouais, ça aussi c'est un aspect où là, j'y ai pas encore consacré beaucoup de temps, mais j'aime beaucoup et je pense que ça ne saurait tarder que je me mette là-dedans à fond. Et pour conclure, c'est quoi tes prochains objectifs et rendez-vous dans le monde de l'escalade? Alors du coup, la Coupe du Monde de diff à Cooper le 8 septembre, 7 ou 8, un truc comme ça. Donc ouais, là il va falloir serrer des arquets et avancer dans les voies. Ça va être cool, j'ai hâte. Et après, normalement, la dernière étape en Chine, donc pareil, pour marquer des points et voir ce que mon entraînement de diff a donné. J'ai hâte de voir ça. Et après, du coup, il y a le TQO européen à Laval en octobre. Ça, on sait pas encore ce que c'est la sélection. Il y aura 4 Françaises et on sait pas qui y sera. Pour le moment, je suis dans le top 4, mais en fait là, c'est juste la fédération qui choisit quels athlètes ils envoient. Et voilà, hein. Après, ce sera Inch'Allah les séries au printemps, c'est l'objectif, mais j'y crois. Et ouais, je pense que ça va le faire. Bah merci Fanny. De rien, merci à toi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes, ainsi qu'à notre compte Instagram associé Blogcast. Et rendez-vous sur notre compte Instagram Blogcorp, ainsi que sur notre chaîne YouTube pour ne rien louper de l'actu escalade. Salut!